Donc on finit sur une hypothèse raisonnable et en même temps inclure quand même l'envie de reconsolidation démocratique, donc ça c'est intéressant, et en même temps vous avez fait ce constat de convergence de démission, mise à distance, en insistant sur quelque chose, on va peut-être revenir dans le débat sur la spécificité française, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des démarches comparatives qui étaient très touristiques, d'accord, et là, du coup, quand même on tire les leçons des autres quand on est aussi spécifique. Alors, voilà. Une question ici. Merci beaucoup pour les interventions qui vont bien, interpeller par rapport notamment aux travaux du public, etc. Mais en fait, je voudrais venir sur deux points avec vous. Tout d'abord, Camille, quand tu parles de sous-groupe de jeunes sur rapport à attitude, participation, attitude, je sais que tu as aussi travaillé sur les gilets jaunes, par exemple. Est-ce que ça, en termes de regroupement, par exemple, ces jeunes proches des gilets jaunes, est-ce qu'ils ont une influence ou pas par rapport à leur attitude? Et toi, Vincent, en fait, c'est cette question donc, basée sur ce qu'on appelle la citoyenneté distance. Cette idée donc, de mise à distance du choix des élections, est-ce que tu as, je ne sais pas si tu as regardé ces chiffres, mais est-ce que tu as remarqué ou pas un décalage, par exemple, dans les régions à forte identité locale, par exemple Bretagne, Corse, Nouvelle-Calédonie, Martinique? Est-ce que ça agit plus ou pas? D'autant plus que tu sais que pour moi, je pense que ça agit énormément plus en Corse. Voilà. Et cette idée de sous-groupe de jeunes, c'est un questionnement bien. Merci. Merci Thierry. Alors, je n'ai pas forcément beaucoup de réponses sur ce point. En réalité, je crois que dans l'enquête, on avait demandé à quels jeunes se sentent proches des gilets jaunes, mais moi, je n'ai pas exploité cette question-là. Donc, en réalité, il faudrait le faire pour voir s'il y a un lien. Après, on peut supputer du fait de la composition sociale des gilets jaunes, que c'est sans doute les jeunes de classe populaire, etc., qui étaient plus proches. Et donc, eux, oui, ils ont un rapport particulier à la politique, mais est-ce que c'est lié à la proximité avec les gilets jaunes? Je ne pense pas forcément. Je pense que c'est plus que c'est un mouvement social dans lequel ils auraient pu se projeter, parce qu'ils correspondaient aussi à un certain rapport aux politiques. Mais là, moi, je n'ai pas de réponse toute près. Donc, à mon avis, juste pour dire que sans doute la logique sociale serait déterminante, mais je ne peux pas te donner des exemples plus précis. Et quant à nous, on reste très très jacobins dans nos approches aux méthodes cantines. Donc effectivement, on a rarement des effectifs qui nous permettent d'aller voir ce qui se passe vraiment au Pays Basque, en Corse, en Bretagne, etc. Mais néanmoins, je pense qu'effectivement l'hypothèse mérite d'être posée parce que j'ai un doctorat qui est en train de terminer sa thèse qui s'appelle Luca Ormière, qui travaille notamment sur le rapport au vote en Espagne et qui montre que dans les régions à forte identité régionale, voire nationale, le De Gaulle, le Pays Basque, la Catalogne, etc., effectivement, ça contribue à l'éloignement face à la scène politique nationale. Donc effectivement, ça joue, ce d'autant plus que quand je dis il y a une distance face à la politique partisane, ça ne veut pas dire qu'il y a une distance face à la politique locale. Et donc, vraisemblablement que là, du coup, ça va passer par une insertion dans d'autres réseaux, d'autres types d'activités qui sont pour moi tout aussi politiques que mettre un bulletin dans une urne. Je trouve qu'on a bien compris, Camille, et merci pour cette transition à la seconde table ronde de l'après-midi sur la formation civique. On a bien vu les conditions auxquelles la baisse de droit de vote pourrait permettre une reconsolidation démocratique. Mais je voulais demander à Vincent quelles conséquences toi tu tires de toutes tes connaissances, tes analyses depuis des années sur la transformation des comportements politiques, quelles conséquences tu en tires sur la question du jour, est-ce qu'il faut abaisser le droit de vote? Moi, quand je te regarde, je te lis, je vois ces graphiques quand même, c'est très impressionnant là. Chez les millennials, la montée des comportements contestataires, on se dit en fait aucun sens, c'est très artificiel. L'effet que pouvait produire l'abaissement du droit de vote à 16 ans, finalement, c'était peut-être aux générations antérieures que ça aurait été envisageable. Donc voilà, je voulais un peu te
se demander quelle conclusion ou s'il y a une prise de position quelconque. Si je te le vois bien en creux, disant, en fait, tu es complètement décalé la proposition. Moi, je ne pense pas que la proposition soit décalée. C'est en fait aussi ça renvoie à justement l'hypothèse de Camus sur l'impact de la culture des élites politiques. C'est-à-dire que comment voit-elle elle-même le vote? C'est-à-dire que quelque part, on est quand même dans un système éducatif qui, à la fois, empêche les jeunes de se mobiliser politiquement et pourtant on les fait voter dès le primaire. Et on les fait voter pour des délégués de classe à la logique de popularité, quoi. On les fait rentrer dans la remise de soi quasiment. C'est-à-dire que derrière, c'est pas le vote en tant que tel le problème, c'est la place du vote dans un système politique. C'est-à-dire que je suis à peu près sûr que si voter c'était choisir et pas simplement élire, ça marcherait. C'est-à-dire que, encore une fois, la distanciation face au vote, c'est pas parce que c'est pas le bulletin en tant que tel qui pose problème. C'est le nom que tu es obligé de mettre dessus et le message qui en est traduit. Ta voix ne t'appartient plus, c'est nécessairement un soutien à un député, c'est nécessairement un soutien à un maire, ce n'est pas vu dans la multidimensionnalité des messages et même des distances que ça peut produire. Donc, le bus en question qu'on voit, typiquement, il est une partie du problème. Et donc, je pense que c'est ça, la citoyenneté distante, c'est une citoyenneté de gens qui comprennent, qui ont parfaitement compris que ça n'allait pas. Et c'est ça le truc intéressant. Je pense que le vote à 16 ans, ça a un vrai sens, dès lors, et on l'a vu ce matin, dès lors qu'il y a une indication à la citoyenneté qui ne soit pas simplement on va vous apprendre les valeurs de la République, on va vous apprendre les incitations, on va vous apprendre comment on fait une loi, sans qu'on apprenne à être citoyen. À avoir des opinions, à ne pas être d'accord, gérer le conflit, comprendre pourquoi il y a des clivages, etc. etc. Enfin, le souci, c'est qu'on est quand même dans une forme d'éducation qui est encore très très descendante. Et donc on est face à des jeunes qui, du coup, on voit rien. Quitte à eux-mêmes demander effectivement plus d'autorité dans certains cas, parce qu'ils pensent que c'est vachement plus efficace, tout ça. Donc non, moi je suis très favorable au droit de vote à 16 ans. Juste pour rebondir, c'est extrêmement riche. Depuis ce matin, je suis gêné par une question sémantique qui, je pense, détermine la question de Marion et la réponse qu'elle vient de faire. Pardon, mais je suis emmerdeur, mais depuis tout à l'heure, on parle de cette démocratie, de quoi on parle? Parce que pour moi, depuis ce matin, on tourne autour du pot, avec cette question qui est pour contre la démocratie. Ça veut rien dire c'est pour contre le régime représentatif, et ça détermine la question qui est posée. Et donc, depuis ce matin, et même d'ailleurs, qu'a vu tout à l'heure, on passait de démocratie sans précision à démocratie libérale ou alors démocratie représentative. Mais on ne parle pas de la même chose. Et donc, quand on passe à cette quanti, où les questions répondent à une question précise, à l'analyse, et qu'on n'est pas vigilant sur cette sémantique, c'est pas ce qui a été fait, c'est ce que je dis. Mais nous-mêmes, quand on y réfléchit, je crois qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Demandant à quelqu'un s'il veut choisir, il répondra oui, j'ai envie de choisir. Mais si on lui répond, voilà un choix prédéterminé et préconstruit, il répond non, comme font les étudiants de master, il dit la démocratie représentative ou la régime en droit, c'est du show business. À 90%. En même c'est super intéressant parce que la question n'est pas la même. Et donc voilà, c'est à la fois évident ce que je dis, mais il faut aussi le rappeler parce que ça surdétermine tout ce qu'on entend en fait. Et donc ça explique, je pense, que la réponse qui vient d'être apportée. Enfin voilà, pardon d'être un acteur sémantique. Non, et moi, pour rebondir là-dessus, effectivement, je pense que. Enfin, j'aurais dû le dire parce que c'est vrai qu'il y avait un flottement sur la question, mais en fait, toutes les questions que j'ai étudiées, dont j'ai parlé, je pense qu'il faut vraiment les comprendre comme le rapport au statu quo représentatif, effectivement. Par contre, de dire que nos régimes seraient purement représentatifs, aux yeux des citoyens, clairement non. Il y a des attentes de choses très hybrides. Alors là, on rentre dans un autre débat encore. Oui, mais c'est pas, on ne va pas parler tout de suite parce que c'est plus compliqué, mais clairement, comment dire, la classe politique tend à valoriser le statu quo représentatif pour des raisons assez évidentes qui sont liées au fait qu'ils ont été élus comme ça et donc ils trouvent que c'est bien. Les citoyens ont des visions beaucoup plus hybrides de ce que devraient être les régimes politiques, mais alors un point que moi je voulais rappeler, peut-être sur lequel on n'est pas plus en désaccord avec Vincent, mais c'est qu'en fait, chez les citoyens, dans l'enquête que moi j'ai faite, qui était une enquête comparative, etc., ce qui m'a frappé, c'est que malgré tout, personne, à part
va dire, des anarchistes super politisés qui sont dans l'échantillon. Personne ne pense qu'il est possible de se passer de représentants. Ça, c'est un point qui est, quel que soit le rapport à la politique, même le plus critique, même le plus défiant, même les personnes qui votent le moins, etc., presque personne dans nos démocraties ne pense qu'on peut se passer de représentants. Par contre, ce qui change énormément, c'est qu'est-ce que c'est la représentation? Est-ce que c'est justement, comme disait Vincent, on remet un mandat à quelqu'un qui est plus compétent que nous pour décider et rendez-vous dans 5 ans? Est-ce que c'est participer à intervalles réguliers? Est-ce que c'est garder une capacité de contrôle et de sanction? C'est ça en fait vraiment qui change. Mais là-dessus, c'est sûr que moi je pense qu'il y a une classe politique qui a une vision qui est assez univoque, beaucoup plus univoque, face à des citoyens qui ont des visions qui sont beaucoup plus diverses. Parce que Camille est modeste, mais ils ont montré avec Jean-Benoît Pied qu'effectivement, quand on teste, est-ce qu'on accepterait du tirage au sort de citoyens lambda pour décider? Des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Est-ce qu'on veut un leader fort? Il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Et le truc terrible, c'est qu'on peut avoir des gens qui sont à la fois pour le leader fort et pour les citoyens tirés au sort. Et donc, effectivement, on est... Mais je suis d'accord, ce qui compte, c'est la manière dont c'est fait aujourd'hui. Donc, à partir de là, comment on fait bouger le truc? Et le fait, les gens n'ont pas forcément d'opinion, mais parce que c'est compliqué à comprendre. C'est dans toutes ces dimensions. On ne va pas être des citoyens à temps plein, donc on ne peut pas. Mais effectivement, prendre part à certains moments, dans des processus de décision plus horizontaux, mais plus compliqués à mettre en place. On peut essayer de le faire. Ils ne sont pas loin. Mais, donc il y a un vrai travail de réflexion autour de ça. C'est quoi la démocratie? Mais en tout cas, clairement, l'idée d'une démocratie représentative dans laquelle l'adjectif pèse plus que le nom. Et quand on parle de représentativité, c'est l'élu, c'est pas la représentativité en tant que telle, justement. C'est clairement un vrai problème aujourd'hui. Dans le cas français, c'est moins le cas. Je suis d'accord. On a des Héloïse née de démocratie réelle, est-ce que ça, la théorie donc de démocratie réelle, est-ce que ça amène en fait des éléments de langage par rapport à ces citoyens? Sur tout l'aspect, tu veux dire un peu implication avec les mouvements sociaux, etc. Mais moi je pense que là-dessus, je ne sais pas comment dire. Si je continue à faire un peu de la provocation, je pense que nous-mêmes, on a une vision de la démocratie qui est très participative tout ce temps qu'on est. Pourquoi? Parce qu'on a des propriétés sociales et politiques nous-mêmes qui nous poussent à penser que ce qui est bien, c'est que les gens participent tout le temps. Ce que je pense, et je pense que ce qu'on pense, sûrement en majorité dans la salle, mais qui en fait n'est pas forcément une vision qui est si partagée que ça, parce que ça revient à ce que je disais, il faut acquérir ces propriétés-là pour penser qu'on veut participer tout le temps, sous toute forme, et en fait, c'est des gens qui ont déjà toute une série de propriétés qui les prédisposent à la participation, qui ont cette vision-là. Donc la question, c'est plus comment est-ce que, si on considère que c'est la meilleure forme de démocratie, comment est-ce qu'on va développer cette prédisposition-là? Mais en réalité, voilà, on pense la démocratie aussi comme on est socialement. Et comme nous, les universitaires qui réfléchissent à ça, avons des caractéristiques particulières, ça explique aussi, je pense, pourquoi certaines autres visions de la démocratie qui sont partagées peut-être plus par les classes populaires ou par des gens beaucoup plus éloignés de la politique, on les a beaucoup moins pensées. Alors, je demande l'intervention. Merci. J'aurais beaucoup de choses à dire, à commenter. Merci pour vos présentations et puis pour les présentations depuis ce matin. Il y a beaucoup de choses qui tournent. Parmi les remarques que je me faisais, je trouve qu'un des points aussi peut-être qui peut expliquer les attitudes et les comportements, c'est quand même aussi la montée de l'individualisme dans nos sociétés, quand même depuis des décennies, qui peut-être explique que tout à chacun, pour chacun, la démocratie, c'est quand finalement le vote va dans le sens de ce que moi je voudrais, quoi. Et qu'il y a peut-être aussi une intolérance à accepter que d'autres pensent différemment que soi. Et d'où, je pense peut-être, parfois ces questionnements, ces remises en question, le fait qu'on n'ira pas voter, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la démocratie, parce que par ailleurs, la question de la citoyenneté, elle prend différents aspects, différentes dimensions, et souvent on la réduit à la question du vote, en fait.
Donc voilà, c'est des remarques, c'est pas des questions, mais voilà, je trouve que depuis ce matin, justement, toutes les interventions, elles se complètent bien et que finalement, le droit de vote, il est pris dans une réflexion peut-être plus globale sur c'est quoi être citoyen, pris dans les évolutions socio-historiques, politiques, culturelles qu'on a vues depuis ce matin. Et notamment, moi, voilà, il me semble cet aspect un peu plus, cette montée d'individualisme aussi, qui peut aussi expliquer le pourquoi on est finalement, c'est le rapport à soi et le rapport aux autres, et que cet individualisme fait qu'on est moins tolérant aux autres et aux avis différents. Et donc, on remet en cause une certaine démocratie. Et on va pas voter parce que, de toute manière, voilà, on sera minoritaire, etc. Bon, c'est vraiment un petit commentaire très global. Et merci encore. Non, moi juste une brève réaction pour dire que peut-être que sur la montée de l'individualisme, je suis d'accord, mais pas pour qu'on ça nécessairement à une moindre tolérance avec les autres, mais plutôt à un affaiblissement des structures d'encadrement collectif qui, voilà. C'est-à-dire que, et dans un contexte où on part d'un cas français où déjà les syndicats sont très faibles, les partis politiques ont extrêmement peu de membres. Maintenant, je ne sais plus quel parti se targuait d'avoir 50 000 membres. On dit, mais c'est rien du tout. On parlait du cas écossais ce matin. Le SNP, à un moment, avait des centaines de milliers de membres. L'Écosse, il y a beaucoup moins évidemment d'habitants qu'en France. On parlait du cas belge ce matin. C'est complètement incomparable. La moindre, les scouts en Flandre ont beaucoup plus de membres que tous les partis politiques français réunis à peu près. Donc je pense que ce serait aussi à relier à un rapport, enfin, là aussi une spécificité française qui est des structures d'encadrement collectif du politique qui sont extrêmement faibles par rapport à d'autres pays et qui nourrissent sans doute aussi ce rapport très individualisé au vote et très consommateur aussi d'une certaine façon, parce que par exemple sur le rapport au vote, une comparaison entre la France et la Belgique montre un rapport qui est très très différent, parce qu'en Belgique il y a aussi le vote obligatoire dont on n'a pas parlé, alors c'est quand même un point très important, et qui nourrit aussi tout un autre rapport à la citoyenneté. Donc moi je relirais plutôt ça à ce point. Et c'est un vrai sujet, hein. Alors individualisme ou individuation? Parce que l'individualisme, du coup, ça serait moi contre les autres. L'individuation, c'est chaque individu a le droit à vivre sa vie comme il l'entend, et donc à participer comme il l'entend, et déterminer son destin comme il l'entend. Donc effectivement, on voit bien comment ça flotte, hein, y compris dans les systèmes de valeurs et dans la manière dont on voit le collectif. Je pense que, mine de rien, il ne faut quand même pas sous-estimer que le vote, ça continue aussi à être effectivement un effet d'entraînement collectif. C'est ce que nos collègues de Paris appellent l'effervescence électorale. Hein. Effectivement, c'est le moment particulier où les gens se mettent à parler politique, à se mobiliser, etc. Et on en a quand même eu, malgré nos difficultés et ces instances de mobilisation qui sont effectivement faibles en France. Regardez ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième tour de ces législatives. Les syndicats se sont mobilisés, les assos, la société civile, et même parfois des réseaux, mais complètement éphémères. Hein. Le collectif 36 ou 24, c'est juste un collectif, quoi. C'est quelques citoyens qui se mettent d'accord, et puis ça fait tâche d'huile. Donc, il ne faut pas nécessairement voir cette montée en puissance, effectivement, de l'individuation comme un mauvais système. Parce que de fait, d'où on partait avant. C'est-à-dire qu'il faut quand même se souvenir que le vote, effectivement, dans les 50, 60, 70, c'est un vote où, du coup, des instances disent il faut que tu ailles voter, il faut que tu ailles voter tel truc. Alors, c'était l'Église, c'était les syndicats, etc. Et donc, quelque part, est-ce que c'était mieux? Je sais pas. Je pense qu'on est dans des moments de transformation super intéressants. On voit qu'il y a je vous ai parlé effectivement de la montée en puissance, de la capacité des citoyens de jouer leur rôle. Dans le même temps, on peut aussi dire, ouais, mais vous avez vu, ils s'informent uniquement à certaines sources et pas à d'autres. Il n'y a plus de capacité d'entendre sur Hearing Civil Society. Il y a plusieurs travaux américains qui montrent cette difficulté effectivement à rendre compte d'une information pluraliste, être confronté à des opinions qui ne sont plus les mêmes. Donc effectivement, on ne voit plus que son truc, son créneau. Alors, il y a des médias qui favorisent plus ou moins cette non-rencontre. Effectivement, le public de France Inter est tout aussi biaisé que celui de CNews. Différence que le pluralisme à France Inter est quand même un peu plus garanti. En tout cas, c'est ce que dit l'ARCOM, que ce qui se passe sur CNews. C'est facile à balancer comme ça. Ça fait toujours du bien. Ouais. Et on a une dernière question, je pense qu'après, voilà. Merci,
je voulais juste rebondir sur quelque chose qu'a présenté Camille, parce qu'en effet, dans mon travail, j'ai souvent constaté que les jeunes Français semblent avoir moins de confiance en la politique que les jeunes autres pays. Et en même temps, je note que la France est l'un des pays d'Europe de l'Est qui est le moins favorable aux droits de l'Est. Donc, je me demande pourquoi il y a pas bien. Mais est-ce que c'est une sorte de cercle vicieux où la vote n'est pas valorisée, ou est-ce que je me demande quel est le lien entre ces deux amis? Alors, j'y réfléchis en lisant, parce que je pense que typiquement le vote à 16 ans, c'est quelque chose sur lequel les gens n'ont pas un avis définitif. Donc je pense que c'est comme l'a très bien montré Yann ce matin, quand sur un même sujet, on gagne 25 points de soutien en un an, ça montre aussi à quel point je pense que c'est un sujet un peu compliqué. Je pense qu'il y a vraiment la forte idée, comme je disais, que le vote se mérite. Quand même, il faut avoir une certaine maturité pour voter, et vraiment, les gens de 16 ans ne l'auraient pas. Bon, je ne sais pas, moi, quelle est la différence, franchement, entre quelqu'un qui a 16 ans et 18 ans, mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais je pense qu'il y a cette croyance vraiment très forte, y compris chez les jeunes, et je pense aussi que c'est un sujet qui n'est pas du tout dans le débat. Et alors là, sinon, on peut renvoyer à des travaux de socio-historiens, donc par exemple, Yves Bégois, il avait travaillé sur la vision du vote obligatoire, et en fait, il y a des débats aussi assez similaires sur le côté des si tout le monde vote, est-ce que tout le monde va avoir aussi la capacité de le faire. Et il avait vraiment montré, encore une fois par rapport au cas belge où il y avait eu les débats un petit peu de manière concomitante, qu'il y avait une vision en France particulièrement pour le coup individualiste et méfiante, justement, qui est très capacitaire au fond quand même. Donc voilà, est-ce que ça peut s'expliquer comme ça? Je sais pas, mais je pense que c'est sans doute aussi un sujet typiquement pas vraiment polarisé et sur lequel les choses pourraient changer. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun entrepreneur de cause du vote à 16 ans en France. Enfin, voilà. Même s'il y a des candidats que j'ai vus après l'ont promis à l'élection présidentielle, mais ils n'en ont pas du tout parlé. C'est vraiment un sujet qui n'est pas du tout porté, alors même qu'il se développe dans un certain nombre d'autres pays. Et je pense que, vu qu'en plus c'est une réforme qui est la plus impopulaire dans toutes les réformes institutionnelles, c'est vraiment pas la première qui arrive. Le vote obligatoire est plus populaire, par exemple, Et bien, alors, on va continuer là. Merci à tous.